Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 49, et je vous propose ici d'étudier la convergence presque sûre de la série aléatoire de Radmacher. Alors, chose promise, chose due, ça faisait plusieurs vidéos que je vous annonçais que je voulais attaquer un exercice en lien avec un des sujets du concours central de cette année, et donc le voici. Donc cet exercice est lié à une partie entière du sujet Maths 2 de Centrale 2022. Donc ayant déjà proposé des exercices en lien avec un des sujets de CCP, un des sujets de MINPON, un des sujets de XENS, je me devais, je pense, en un certain sens, de vous en proposer un en lien avec un des sujets centrales. Et puis pour varier les plaisirs, je vous ai proposé un exercice lié à de la probabilité. Donc, je trouve que cet exercice-là était quand même assez coriace, pas facile du tout, je trouve, en tout cas pour ce sujet central. Il y avait notamment une question assez difficile qu'on abordera à un moment ou à un autre, en tout cas dans cette partie, qui je trouve quand même est assez intéressant parce que ça met en avant vraiment les idées de bien décortiquer les événements qu'on est en train d'étudier, mais bon, voilà, j'y reviendrai. Avant donc toute chose, il va falloir que je vous introduise cette histoire de série aléatoire de Radmacher et vous expliquer aussi ce qu'on entend par convergence presque sûre. Alors pour vous introduire cette série aléatoire de Radmacher, il faut que je vous introduise d'abord une suite. Donc je vais introduire la suite AN, une suite réelle, telle que la série des AN carrés converge. Ok. Étant donné qu'on va avoir affaire à une série aléatoire, je pense qu'il est normal que je vous introduise des variables aléatoires. Donc soit xn, une suite de variables aléatoires mutuellement indépendantes, ça va être important, de même loi, mutuellement indépendantes, de même loi, et la loi s'appelle la loi de Radmacher. Et cette loi est assez simple, elle est la suivante. La probabilité que xn égale 1, ça va être la même que la probabilité que xn égale moins 1. Et ces deux probas valent 1,5. Voilà ce qu'est la loi de Radmacher. Une espèce de transformation affine, si je puis dire, de la Bernoulli, si on veut. Donc voilà, donc ça c'est la loi de Radmacher, et puis la question qu'on se pose c'est de regarder la série des AN XN. Et donc le but de l'exercice c'est d'essayer de montrer que la série des AN XN converge presque sûrement. Et qu'est-ce que ça veut dire que cette série converge presque sûrement? Ça veut dire que la probabilité que la série des AN XN converge, elle est égale à 1. Alors on va voir aussi comment on peut traduire cette histoire de probabilité de série convergente égale à 1, comment on peut traduire cette histoire de probabilité à calculer. On va le voir au fur et à mesure de la résolution que je vais vous proposer. Et donc la résolution que je vais vous proposer, comme je l'ai dit au tout début, va être très très proche, si ce n'est quasiment le même énoncé en fait, parce que je vais vous énoncer des sous-questions, et ces sous-questions en fait vont être exactement les questions qui sont posées sur le sujet central, donc le sujet central Maths 2 de 2022. Limite, vous pourriez très bien avoir le sujet central en main, juste à côté de votre ordinateur ou de votre portable, et regarder cette vidéo juste à côté, puisque en fait ce que je vais vous proposer c'est pour ainsi dire une correction de cette partie du sujet de central 2022. Cela n'empêche que si vous avez quand même quelques idées, que vous voulez les essayer pour essayer de démontrer ou de mettre en avant cette chose-là, n'hésitez pas à faire pause et essayer d'y réfléchir un peu par vous-même, vous confronter un peu à la difficulté et aussi vous rendre compte aussi à quel point cette question n'est vraiment pas simple du tout à aborder. Donc vous pouvez vraiment faire pause maintenant si vous voulez essayer juste d'y toucher un tout petit peu pour voir comment vous auriez essayé de faire, en tout cas quelles seraient les idées qui vous viendraient à l'esprit pour essayer de démontrer cette chose. Moi ce que je vais faire c'est que comme dans la plupart des gros exercices qui sont pas faciles, je vais vous proposer une trame qu'on va suivre, et cette trame, comme je l'ai dit encore et je le redis encore, ça va être exactement les sous-questions qui ont été posées au sujet central.
Alors on est parti pour la résolution. Alors pour cette résolution, je vais devoir poser 2-3 petites choses. Je vais d'abord poser une autre variable qui dépend des xi, et on s'y attend un tout petit peu parce que je veux quand même montrer qu'il y a une convergence de cette série, donc évidemment je vais travailler avec une suite de variables liées à cette série, et la suite de variables que je vais poser c'est la suivante. Je vais poser s grand n, la somme pour n allant de 0 à grand n, cette somme partielle des an xn, donc pour tout grand n. Voilà. Et donc évidemment, montrer que la série converge revient à montrer que la suite des variables Sn converge. Converge presque sûrement, encore une fois. Ok, alors maintenant je vais poser quelques événements et ces quelques événements vont être assez utiles. Vous remarquerez que là je suis en train de regarder quelques notes parce qu'évidemment le contexte de l'exercice est vraiment pas évident à mettre en place. Donc bon j'ai pris en note essentiellement des points sur les questions qui étaient posées parce que voilà, c'est vraiment, faut savoir vraiment par quoi démarrer. Et une fois qu'on sait par quoi démarrer, ça va être un tout petit peu plus simple d'essayer de comprendre comment on va réussir à amener ce résultat de convergence presque sûre de notre série. Alors les événements qu'il va falloir poser vont être les suivants. Alors ces événements vont dépendre d'une suite extractrice, donc une fonction extractrice plutôt, c'est-à-dire une suite d'entiers strictement croissante. Et cette suite d'entiers, je vais l'avoir comme une fonction de n vers r strictement croissante. Donc si je me pose phi de j, donc phi de j, j dans n, une suite strictement croissante d'entiers naturels, d'entiers naturels, on va pouvoir poser les événements suivants. On va poser l'événement AJ, l'événement qui dit que S phi j plus 1 moins S phi j en valeur absolue est supérieur strict à 2 puissance moins j. Ok. Et puis on peut se rendre compte que si les événements AJ sont réalisés une infinité de fois, donc à partir d'un certain rang, en fait, c'est même plus que juste réaliser une infinité de fois, c'est dire plutôt que les AJ sont réalisés à partir d'un certain J, on se rend compte que ça va impliquer que la suite des S phi converge, et donc ça va aussi impliquer que la suite des Sn converge. Assez étonnamment, mais j'y suis pas encore, j'y viendrai, mais l'idée qui va être plus ou moins cachée avec ça, c'est cette idée de cette question de AJ, mais il y a aussi un autre événement un peu plus fort qu'il va falloir regarder, parce que les AJ, comme je viens de le dire, ça permet de montrer que les S phi j convergent, mais ça ne permet pas encore de montrer que les Sn convergent. D'accord? Donc il faut faire un tout petit peu attention, et donc pour vraiment avoir les Sn qui convergent, on va poser l'événement suivant, BJ. Et donc bien sûr, il faudra contredire, oui, donc excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ce qu'on veut, c'est que si les AJ ne sont pas réalisés à partir d'un certain J, donc s'ils ne sont pas réalisés, l'inégalité est dans l'autre sens. Donc excusez-moi, j'ai dû peut-être dire le contraire. Donc si j'ai dit le contraire, je me rectifie. Ce qu'on veut, c'est en gros essayer de montrer que les AJ ne sont pas réalisés à partir d'un certain J. Pour tout J à partir d'un certain petit J, disons petit J0. Ok? Mais bon, plus que ça, on va essayer de montrer un tout petit peu plus fort, et donc c'est comme ça que l'événement BJ peut être posé. On va poser BJ comme étant le max pour M compris entre phi de J plus 1 et phi de J plus 1. Donc phi de J plus 1 et phi de J plus 1, d'accord, de valeur absolue de Sm moins S phi J. Et on veut que ce max soit supérieur strict à 2 puissance moins J. Encore une fois, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de mettre en avant que BJ n'est pas respecté. Et donc ça veut dire que le max donnerait une inégalité inférieure stricte à 2 puissance moins J. Ce qui pourrait être assez intéressant. Enfin, inférieure ou égale, pardon, à 2 puissance moins J. Et puis, bon on va décortiquer aussi notre BJ avec un entier M compris entre phi de J plus 1 et phi de J plus 1. Hop, ceci. On va décortiquer notre BJM, on mettra en avant un tout petit peu plus tard que en effet les BJM décortiquent, partitionnent BJ, on y reviendra. Mais l'idée ici de ce BJM, c'est de dire que M est le plus petit indice pour lequel cette chose-là est vérifiée. Donc autrement dit,
l'événement, ça va être la valeur absolue de Sm moins S phi de J est supérieure à 2 puissance moins J. Et pour tout n, appartenant aux entiers naturels, donc pour tout n appartenant aux entiers compris entre phi de J, là je peux prendre phi de J, vous allez comprendre pourquoi, phi de J jusqu'à n-1, on veut que la valeur absolue de Sn moins S phi de J soit inférieure ou égale à 2 puissance moins J. Et donc vous comprenez en effet que si je remplace n par phi de J, la soustraction donne 0, donc l'inégalité est automatiquement vérifiée pour n égale phi de J. Donc rien ne m'empêche de l'ajouter si je veux dans mon compte. Il n'y a pas de problème. Et donc dire ça, c'est quelque part dire que m est le plus petit indice pour lequel l'inégalité du dessus est vérifiée, quoi. Ok? Donc on passe vraiment au-dessus de 2 puissance J, pour cette valeur de m, et c'est la première valeur de m pour laquelle ça arrive. Ok, donc voilà, alors maintenant que j'ai posé mes événements, on va pouvoir attaquer cet exercice, et donc attaquer cet exercice, on va le faire petit à petit. Et la première question que je pose est la suivante. Il faut montrer que il existe une fonction extractrice phi, donc une fonction phi qui va de n vers n strictement croissante. Donc croissante strictement, telle que la probabilité de AJ elle est inférieure ou égale à 2 puissance moins J. Pardon. 2 puissance moins J. Ok, alors n'hésitez pas à faire pause maintenant pour essayer de voir comment on peut démontrer cette inégalité-là. Alors au passage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, je pourrais très bien remplacer 2 puissance moins J par autre chose. Un truc qui pourrait dépendre de epsilon, d'accord? Et faire en sorte que la série de ces epsilon que je veux mettre en place, ces epsilon J que je veux mettre en place, converge. À vrai dire, je pourrais faire un raisonnement comme ça. Là, on a choisi 2 puissance moins J juste pour pouvoir manipuler peut-être un peu plus facilement ce qui va s'en suivre, mais je pourrais très bien mettre un autre epsilon J qui pourrait convenir. D'accord? Mais bon, là, ici, on va travailler avec juste 2 puissance moins J, comme l'énoncé de centrale le propose, et vous verrez qu'avec ces 2 puissance moins J, les choses se passent très bien. Ok. Bon, alors maintenant, je vais effacer un petit peu le tableau pour avoir de la place. Et si besoin, je rappellerai ce que sont ces événements AJ, BJ, BJM, juste histoire de ne pas perdre le fil. Donc, je rappelle que là, ma première question, c'est d'essayer de montrer, et on va faire quelques sous-questions, si vous ne voyez pas comment faire. Donc c'est de montrer qu'il existe un phi avec certaines conditions, telles que la probabilité de AJ est inférieure ou égale à 2 puissance moins J. Ok, alors la première sous-question que je propose, c'est la suivante. Il faut montrer qu'il existe toujours une fonction phi, donc ça va être justement le phi qu'il va falloir choisir. Donc il existe phi, strictement croissante, tout ce qu'on veut, tel que, pour tout J, la série, le reste de la série, donc des AN carré, donc la somme pour n plus grand que phi de J strictement normalement jusqu'à l'infini, mais je n'ai pas besoin de le mettre. Donc le reste de la série à partir du rang phi J des AN carré est inférieur ou égal à 1 sur 8 puissance J. Bon, 1 sur 8 puissance J, il faut remarquer que c'est 2 puissance moins J au cube. Et ça va avoir son importance à la fin. On va essayer d'expliquer pourquoi en effet il existe une fonction phi qui vérifie exactement ce qu'on veut ici. N'hésitez pas à faire pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok, bon l'idée c'est d'utiliser, de toute façon sans doute, d'utiliser à un moment donné que la série des AN carrés converge. Bon si j'utilise ça, donc on sait que la série des AN carrés converge, et donc ça implique que la suite des restes, comme ceci, des AN carrés, suite dépendante de grand N, converge vers 0. Et converger vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un entier, je vais l'appeler grand N, tel que pour tout petit n supérieur à grand N, le reste
par rapport au rang petit n, donc la somme pour i plus grand que n des ai carré est inférieure à epsilon. Ça va être inférieur, on va faire inférieur strict ou inférieur égal, voilà, on va inférieur égal. Et les ai carré, la somme des ai carré, elle est positive. Ok, donc il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs, on pourrait se poser juste des questions sur le fait de remplacer réel par complexe. On se posera cette question à un moment ou à un autre, si on veut, mais pour l'instant, on travaille avec des réels. Ok, donc là, c'est des valeurs positives. Ok, bon bah avec cette propriété-là, je vais pouvoir jouer avec la valeur de epsilon, hein, parce qu'on s'attend, hein, quand on voit ce qu'on a écrit là-haut, on s'attend à ce qu'on va jouer avec les epsilon, donc je vais jouer avec les valeurs de epsilon. Alors si je prends j égale 0, j'ai donc epsilon égale 1 sur 8 puissance 0, donc 1. Ok. Et donc, bon, bah, je sais que pour epsilon égale 1, il existe un entier, tel que pour tout entier plus grand que cet entier grand N, les restes sont inférieurs à 1. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux prendre comme égal à phi de 0 le petit indice pour lequel ça arrive. Donc c'est ce que je vais faire. Je peux poser phi de 0 comme étant le min des indices n, tel que bah, le reste à partir du rang n, donc le reste des ai carrés, la somme des ai carrés est inférieure ou égale à 1. Maintenant, si j'essaye j égale 1, epsilon égale 1 sur 8, et phi de 1, bah, je vais le définir un peu de la même manière. Je vais prendre le plus petit entier tel que cette propriété-là en remplaçant 1 par 1 huitième et vérifier. Sauf que, il faut que je fasse un tout petit peu attention, je veux quand même faire en sorte que la fonction phi soit strictement croissante. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'évite que phi de 1 soit égal à phi de 0, ce qui peut être tout à fait possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des entiers plus grands que phi de 0. Donc je vais prendre le min des entiers n plus grands que phi de 0, strictement, tel que la somme des ai carrés, là, qui se reste, est inférieure ou égale à 1 sur 8. Et en faisant ça, je m'assure bien que phi de 1 est plus grand strict à phi de 0. Et puis si vous avez compris, par récurrence, je peux définir ce qui se passe pour j plus 1 en disant la chose suivante. Phi de j plus 1, ben c'est le min de l'ensemble des entiers n plus grand que phi de j, tel que le reste au rang n, donc i supérieur à n strictement des ai carrés, est inférieur ou égal à 1 sur 8 puissance j plus 1. Vous voyez que la définition par récurrence fonctionne très bien, il n'y a vraiment aucun souci. La fonction phi que j'aurai construite est bien une fonction qui va des entiers vers les entiers strictement croissante, aucun souci avec ça, et en effet, ça doit vérifier ce qu'on veut. Voilà. Donc le phi ainsi construit vérifie ce qu'on souhaite. Si vous n'en êtes pas tout à fait convaincu, n'hésitez pas à le vérifier par vous-même. Hein. C'est vraiment pas très difficile. D'accord? Donc, je pense que c'est normalement assez clair en voyant la construction que je propose. Ok, donc là on vient de démontrer ce qu'on veut pour ce premier point, ce petit a. Alors maintenant, petit b, on va faire quelques petits calculs assez sympatoches. On va calculer des espérances et des variances. Ok, donc petit b. Alors ce que je propose, c'est de calculer l'espérance de S phi j plus 1 moins S phi j. Et de même, la variance de S phi j plus 1 moins S phi j. Voilà, donc calculer l'espérance et la variance de S phi j plus 1 moins S phi j. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même. Ok, c'est parti. Alors pour l'espérance, on va utiliser la linéarité, hein, je pense que c'est assez clair. Cette espérance, c'est la même chose que l'espérance de la somme pour, disons, n allant de phi de j plus 1, phi de j, parce qu'il faut se rendre compte que je suis en train de faire la somme jusqu'à phi de j plus 1 moins la somme jusqu'à phi de j, donc ce qui reste, c'est la somme qui va de phi de j
plus 1 vers phi de j plus 1 des an xn. Or, je peux utiliser la linéarité de l'espérance. Linéarité de l'espérance. Et ça va me donner la chose suivante. Je suis en train de regarder la somme pour n allant de phi de j plus 1 à phi de j plus 1 des an fois espérance de xn. Or, l'espérance de xn, bah, c'est assez facile. Hein. L'espérance de xn, vous voyez que xn est égal à 1 ou est égal à moins 1 avec la même probabilité. Et donc, on peut se rendre compte en fait, que xn est centré. Donc, c'est-à-dire que l'espérance vaut 0. C'est pas très difficile, on peut faire vite fait le calcul. Donc, si je regarde l'espérance de xn, c'est la même chose que 1 fois la probabilité que xn égale 1, moins 1 fois probabilité que xn égale moins 1. Et donc, bah, on conclut ça vaut 0. Donc ça veut dire notamment que les variables sont centrées. Ok, et donc, bon bah voilà, j'ai que en fait l'espérance que je veux calculer vaut 0. Que je voulais calculer vaut 0. Ok, donc cette espérance vaut 0. Ça c'est cool. Maintenant, calculons la variance. Voyons ce qui se passe. Alors si je calcule la variance, bah, il va se passer quelque chose d'assez similaire. Donc la variance, c'est la même chose que la variance de la somme, toujours pour la même chose, n allant de phi de j plus 1 vers phi de j plus 1, de an xn. Or, je sais que les xn sont des variables mutuellement indépendantes, donc les an xn sont également mutuellement indépendants. Et donc, bah, la variance, je peux écrire que c'est la somme des variances. Donc la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Donc là, ça vient du fait que les xn sont mutuellement indép. Et donc je peux écrire que c'est égal à la somme pour n allant de phi de j plus 1 à phi de j plus 1 de variance de an xn. Très bien. Et la variance de a fois x, bah, c'est la même chose que a carré fois la variance de x. Ça, c'est propriété quadratique de la variance. Donc ça fait somme pour n allant de phi de j plus 1 à phi de j plus 1 de an carré fois la variance de xn. Mais la variance de xn, elle aussi, n'est pas très difficile à calculer. Donc la variance de xn, c'est la même chose que l'espérance de xn carré moins l'espérance de xn au carré. L'espérance de xn, on sait déjà que ça vaut 0, donc il faut juste calculer l'espérance de xn carré. L'espérance de xn carré, bon là je peux utiliser les formules de transfert, et ça me dit que c'est égal à 1 carré fois la probabilité que xn égale 1, plus moins 1 au carré fois la probabilité que xn vale moins 1. Et du coup, ce calcul me donne 1. Donc les variances valent 1 de xn. Et donc la variance que je cherche à calculer depuis le début me donne somme pour n allant de phi de j plus 1 à phi de j plus 1 des an carré. Et on voit un petit lien qui commence à se faire entre la variance qu'on vient de calculer et cette série là-bas, ce reste de série là-bas. On voit que le reste de cette série là-bas est plus grand que ce que je viens de calculer ici. Ça va être important aussi pour ce qui va venir pour la question suivante en fait. Donc, n. Puisque maintenant la question suivante, c'est tout simplement de démontrer ce qu'on voulait. Des an carré. On dépasse un peu. Et donc la dernière sous-question par rapport à cette première partie là, qu'on est en train de traiter, c'est de montrer ce qu'on veut. Donc de conclure. C'est-à-dire conclure que, en effet, la probabilité de AJ est inférieure ou égale à 2 puissance moins J pour ce phi donné. Bon, alors maintenant, il faut se souvenir de ce qu'était cet événement AJ. Alors, je rappelle que cet événement AJ, c'était l'événement de valeur absolue de S phi J plus 1 moins S phi J supérieur à 2 puissance moins J. Donc calculer la probabilité de AJ, ça revient à calculer la probabilité de cette chose. Mais vous remarquerez que je peux très bien soustraire ou additionner l'espérance de cette variable dans la valeur absolue, ça ne change absolument rien, parce que l'espérance vaut 0.
Donc je peux écrire que ça c'est égal à probabilité que on regarde la valeur absolue de S phi j plus 1 moins S phi j moins espérance de la même chose. Voilà. Et supérieur strict à 2 puissance moins j. Et là, ça doit vous faire penser à quelque chose. C'est pas pour rien que je l'ai mis, hein. Ça va vous faire penser à quelque chose. Là, j'ai donc probabilité en valeur absolue d'une variable x moins l'espérance de cette variable x est supérieure strict à quelque chose, supérieur strict à epsilon. Ça doit donc vous faire penser à bien-aimé de Chebyshev. C'est l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev que je vais appliquer et ça va me dire que ce truc-là est inférieur ou égal à la variance de la variable divisée par epsilon carré. Autrement dit, ça c'est inférieur ou égal à variance de S phi de j plus 1 moins S phi de j, le tout divisé par, ici le epsilon c'est 2 puissance moins j, donc j'ai 2 puissance moins j au carré. Donc ça c'est bien aimé de Chebyshev qui me permet de dire ça. Chebyshev. Bon, il y a plein d'écritures possibles de Chebyshev, hein, là j'en donne une. Voilà, donc je viens d'appliquer l'inégalité de Chebyshev. Très bien, et maintenant la variance, je sais que c'est égal à ce reste. Enfin, ce reste, pas vraiment au reste, mais en tout cas, je sais que c'est égal à cette somme. Mais cette somme-là, elle est inférieure ou égale à ce reste. Là oui, je peux dire reste. Donc en fait, ça c'est inférieur ou égal à la somme pour n supérieur strict à phi de j. Et normalement, vous devriez commencer à me voir venir. 2 puissance moins j au carré. Puisque ce reste, il est, grâce au phi qu'on a choisi, il est inférieur à 2 puissance moins j au cube. Donc égal à 2 puissance moins j au cube. Sur 2 puissance moins j, donc au carré. On conclut que c'est bien inférieur à 2 puissance moins j. Vous voyez que jusqu'ici, rien ne m'aurait empêché d'écrire à la place de 2 puissance moins j une suite d'epsilon j. Voilà, là ici, rien pour l'instant ne m'aurait vraiment empêché. Il y a quand même juste une question de puissance là, de simplification qui est intéressante, et on voudrait que ce soit encore vérifié, mais rien, a priori, ne m'empêcherait pour l'instant de remplacer par des epsilon j. Mais je le répète, on va juste suivre l'énoncé en travaillant avec des 2 puissance j. Ok, donc on vient de réussir à démontrer ce qu'on voulait, que probabilité de 1j est inférieure ou égale à 2 puissance j pour cette fonction phi, strictement croissante, etc., etc. Ok, donc ça c'est bien. Alors je vais écrire ça quelque part pour qu'on s'en souvienne. Donc on vient de montrer qu'il existe phi tel que probabilité de la j est inférieure ou égale à 2 puissance moins j. Alors on va se lancer maintenant à la deuxième étape. Et la deuxième étape est la suivante. On va essayer de démontrer l'inégalité particulière entre les événements AJ et les événements BJ, que j'ai introduit tout à l'heure. Et donc on va essayer de montrer que la probabilité de BJ, elle est en fait majorée par quelque chose qui dépend de AJ, c'est-à-dire en fait ici est majorée par 2 fois la probabilité de AJ. C'est une inégalité qu'on appelle inégalité de Lévy ici. Bon, un peu particulière quand même, mais bon, enfin, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste un nom pour donner un nom ici, en tout cas dans ce contexte. Sinon les inégalités de Lévy ou les choses liées à Lévy sont plus... enfin, il y a des choses beaucoup plus importantes à dire si on voulait aller plus loin, mais ici il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Je vous dis juste que ça c'est lié à Lévy si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais ici ça n'a pas forcément beaucoup d'importance de savoir ça. Ok, alors je vais rappeler assez rapidement ce qu'étaient ces événements BJ et BJM, hein, parce que là on va avoir tout intérêt à les utiliser. Donc BJ, je rappelle que c'était l'événement... Donc BJ c'était l'événement, le max, pour M compris entre phi de j plus 1 et phi de j plus 1, de valeur absolue de SM moins S phi de j, et ça, on veut que ce soit supérieur à 2 puissance moins j. Ça, c'est l'événement BJ, et je rappelle que les événements BJM, c'était les événements définis de la manière suivante. On veut que SM moins S phi de j soit supérieur à 2 puissance moins j, et on veut que l'indice M soit l'indice minimal pour lequel ce truc-là arrive, donc c'est-à-dire que pour tout n appartenant à
phi de j aux indices phi de j jusqu'à n-1, pardon, la valeur absolue de Sn moins S phi de j est inférieure ou égale à la puissance moins j. Voilà. Je rappelle ces éléments, je vais les effacer d'ici peu de temps, mais je vais en avoir besoin là dans un instant pour répondre déjà à une première sous-question. Première sous-question qui est liée à ce que j'ai déjà dit en fait au tout début quand j'ai introduit ces deux éléments. Et donc la première sous-question est la suivante. On veut montrer que les BJM partitionnent BJ. Donc voilà cette première sous-question. Montrer que les BJM, M appartenant à phi de j plus 1, phi de j plus 1, partitionnent BJ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partitionne? Pour rappel, ça veut dire que les événements sont de disjoints et que l'union de ces événements donne le gros événement. Voilà, donc l'union des BJM doit donner BJ et intersecter deux BJM distincts doit donner le vide. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de le faire par vous-même, encore une fois, avant que je ne dise quoi que ce soit. Ok, alors commençons à montrer que les BJM sont bien distincts. Bon, si je prends M différent de M', on peut supposer que M est strictement plus petit que M'. Quitte à échanger le rôle de M et de M'. D'accord, je ne l'écris pas, mais ce que je peux faire, c'est échanger le rôle de M et M' si besoin. Et je suppose que l'un est strictement inférieur à l'autre. Alors si BJM est réalisé, on a en particulier que la valeur absolue de Sm moins S phi j est supérieure à 2 puissance moins j. Ça va? Et donc, ça implique quoi? Ça implique par rapport à BJ M', ça implique qu'il existe alors un indice n appartenant à phi de j jusqu'à M' moins 1. Donc cet indice ici en question, on peut le prendre égal à M. Ça peut être autre chose, mais on sait déjà qu'il y en a au moins un, et ici, ça serait par exemple M. Donc il existe un indice tel que la valeur absolue de Sn moins S phi de j, elle est supérieure stricte à 2 puissance moins j. Or, je vous rappelle que BJM, réaliser BJM', c'est dire que la valeur absolue de Sm' moins S phi de j est supérieure à 2 puissance moins j, d'accord? Et que pour tout n dans cet intervalle, il faut que l'inégalité soit dans l'autre sens. Donc le contraire de BJM', c'est justement de dire soit l'inégalité n'était pas respectée pour M', soit pour tout n, soit qu'il existe un n tel que l'inégalité ici soit respectée malheureusement, et donc c'est ce qui se passe. Ok? Rejetez un coup d'œil à quoi ressemblait BJM pour vous assurer que, en effet, ce que je viens de démontrer ici, c'est qu'en fait BJM' n'est pas vérifié. Donc, BJM' n'est pas réalisé. Et donc ça implique en effet que BJM inter BJM', c'est bien égal au vide. Et encore une fois, c'est lié à cette question d'avoir le plus petit indice M qui vérifie ce qu'on veut. Voilà. Donc ça marche. Ensuite, donc là j'ai montré que 2 à 2 ils étaient des joints, maintenant il faut que j'arrive à montrer que l'union de tout le monde fait BJ. Donc montrons que BJ est égal à l'union de tout le monde. Donc l'union pour M compris entre phi de j plus 1 et phi de j plus 1, comme ça, de BJM. Ok, si BJ, alors je vais commencer par le plus simple, si BJM est vérifié pour un certain M, peut-être plusieurs, mais au moins un, d'accord? Si j'ai ça, je sais déjà que la valeur absolue de Sm moins S phi j est supérieure à 2 puissance moins j. Mais ça, c'est inférieur ou égal au max. Ça, c'est inférieur ou égal au max pour n, ou m, ou plutôt n compris entre phi de j
plus 1 et phi de j plus 1 des valeurs absolues de Sn moins S phi de j. Or, faire en sorte que ce max est plus grand que 2 puissance moins j, c'est justement réaliser Bj. Donc ça montre que Bj est réalisé. Ok, donc ce que je viens de faire, c'est que je viens de démontrer que l'union est inclus dans Bj. Maintenant, montrons l'inclusion inverse. Alors je me permets d'effacer ici pour avoir de la place. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses ou à faire demi-tour si vous avez besoin de relire quoi que ce soit. Donc maintenant, si Bj est réalisé, ça veut dire en particulier que le max des Sn moins S phi j, plus grand que 2 puissance moins j, est vrai. Okay, et donc ce max, ça veut dire notamment qu'il existe un indice pour lequel l'inégalité est vérifiée. Donc ça implique qu'il existe un indice, alors je l'appelle n, vous allez comprendre très vite pourquoi, un indice n compris entre phi de j plus 1, phi de j plus 1 et phi de j plus 1, tel que la valeur absolue de Sn moins S phi de j est supérieure à 2 puissance moins j. Le problème, c'est que si je prends juste le n que je viens de prendre, il est possible qu'il existe d'autres indices plus petits que ce n qui vérifient la même inégalité. Or, c'est pas ce que je veux prendre l'indice le plus petit qui vérifie cette propriété. Bon, c'est pour ça que je vais prendre le minimum. Donc, soit m égale au min des indices n tels que Sn, donc n toujours appartenant à l'ensemble posé, tel que Sn moins S phi de j est supérieur à 2 puissance moins j. Ok, donc on a ça. Et donc, là on conclut, avec ce m ça marche, Bjm est réalisé. On peut vérifier facilement que Bjm est réalisé. C'est pas très dur parce que maintenant, vous savez que Sm moins S phi de j est plus grand que 2 puissance moins j puisque vous avez choisi ce m dans l'ensemble. Et puis ensuite, vous avez choisi minimum, comme étant minimal. Donc, il ne peut pas exister un n plus petit que m, strictement, tel que l'inégalité ici est encore vraie. Donc l'inégalité va s'écrire dans l'autre sens pour tout n compris entre phi de j et n-20, ce qui est exactement ce qu'il fallait pour vérifier Bjm. Encore une fois, n'hésitez pas à faire un tout petit peu demi-tour pour rejeter un œil à quoi ressemblaient les événements Bjm et Bj pour vous rendre compte en effet de ce lien là que je dis à l'oral. En espérant avoir été clair, déjà en réécrivant à quoi ça ressemblait au tout début de cette deuxième partie. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai réussi à montrer que les Bjm partitionnent bien Bj. Alors deuxième étape, il va falloir montrer une petite égalité concernant les probabilités liées à la probabilité de Aj. Ok. Donc, B, vérifier que la probabilité de Aj, c'est la même chose que la somme pour m allant de phi de j plus 1 à phi de j plus 1 de probabilité de Aj inter Bjm. Ok, alors n'hésitez pas à faire une petite pause, encore une fois, pour essayer de démontrer cette égalité. Bon, normalement, ça ne devrait pas être très difficile si vous avez bien suivi les questions que j'ai proposées, notamment la dernière. Je pense que ça devrait être assez clair de voir ce qui se passe. Ok, alors je rappelle que Aj, c'était l'événement valeur absolue de S phi de j plus 1 moins S phi de j supérieur à 2 puissance moins j. Mais vous pouvez vous rendre compte que si Aj est réalisé, alors Bj est réalisé. Un peu de la même manière que ce que j'avais fait pour montrer que si un des Bjm est vérifié, alors, parce que là, qu'est-ce que ça veut dire que Aj est vérifié? Ça veut dire qu'au pire des cas, on a Bj. Alors,
Ça veut dire que si je prends un indice M plus petit, ouais, je vais peut-être pas le faire comme ça. Ok, on va le faire juste tranquillement sans passer par les BJM, c'est peut-être pas la peine. Mais bon, si AJ est réalisé, alors bah, je sais que le max pour M compris toujours entre phi de J plus 1 et phi de J plus 1, des valeurs absolues de SM moins S phi de J, ben ça c'est plus loin que 2 puissance moins J, puisque je sais que pour M égale phi de J plus 1, c'est déjà vrai. Voilà, ok. Et donc ben là je viens de montrer que BJ est réalisé. Parce que réaliser ça, c'est réaliser BJ. Ok, et maintenant que j'ai fait ça, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que AJ est inclus dans BJ. Donc, AJ est inclus dans BJ. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux utiliser la formule de proba totale relativement à BJ. Qu'est-ce que j'entends par relativement à BJ? J'entends que je ne suis pas en train d'utiliser la formule de proba totale générale dans le cas où je travaille avec l'univers oméga. Ici, je travaille dans l'événement BJ. D'accord? C'est en ça que j'entends l'idée de relativement à BJ. Okay, donc si j'utilise la formule de proba, donc P de AJ, c'est égal par la formule de proba totale relativement à BJ, c'est égal donc à la somme pour M allant, donc ça va être égal à ce qu'on veut, hein, allant de phi de J plus 1 à phi de J plus 1 de P de AJ inter BJM. Donc voilà, on a réussi à démontrer ce qu'on voulait. On arrive alors à l'étape suivante. Alors c'est l'étape la plus difficile, je trouve, de l'exercice. D'autant plus que quand on voit cette question, on peut se poser la question pourquoi ça serait vrai. On peut un petit peu se poser cette question pourquoi en effet ce truc-là serait vrai. Et on ne voit pas forcément en quoi ça va servir pour la suite. Mais il y a quand même un petit quelque chose lié à ce qu'on va écrire qui va être utile pour la suite. En fait. Donc c'est pas tout à fait la question elle-même qui va être utile pour la suite. Ce qui va être vraiment utile pour la suite, c'est une partie un tout petit peu... Enfin, ça va être quelque chose qui est lié à cette question qui va être utile pour la suite. Alors la question est la suivante. On va étudier une fonction un petit peu bizarroïde qui va s'écrire sous la forme de probabilité. Donc on va fixer un M appartenant à phi de J plus 1, donc phi de J plus 1 jusqu'à phi de J plus 1. Et on va s'intéresser à la fonction, je vais l'appeler Fm, la fonction qui va de R vers R, a priori, et qui, à alpha, va associer la propre... Alors, 2 puissance, il y a un petit 2 puissance qui traîne, 2 puissance phi de J plus 1 moins phi de J, fois la probabilité d'un certain événement un tout petit peu bizarroïde, qui va être la suivante, alpha S phi J plus 1 moins alpha SM plus SM moins S phi J. Et on veut que ce truc-là soit supérieur à 2 puissance moins J. Voilà, donc ça c'est cet événement-là, intersecté avec BJM. Ok, alors je vais vous faire juste remarquer deux petites choses assez intéressantes avant de dire ce qu'il en est par rapport à cette fonction FM et ce qu'on va essayer de démontrer. Les deux petites choses que je veux souligner, c'est le fait que si vous remplacez alpha par 0, vous retrouvez en fait vous retrouvez BJM, parce que l'intersection entre ces deux choses-là, ça va être BJM, puisque la valeur absolue de SM moins S phi de J est supérieure strict à 2 puissance moins J, c'est déjà vérifié par BJM. Ok. Si vous remplacez alpha par 1, on retrouve AJ. D'accord? Je vais peut-être le dire, ça c'est important. Si on remplace alpha par 1, on retrouve l'événement AJ. Parce que si vous remplacez alpha par 1, vous voyez que les SM vont se simplifier et on se retrouve avec S phi de J plus 1 moins S phi de J. D'accord? Donc on voit plus ou moins un rapport entre ce que je viens de poser et AJ. Ça va être important. Après, pour ce qui va s'en suivre, pour la question que je vais poser,
tout ne sera pas vraiment des plus importants. Mais en tout cas, ça, je pense que c'est assez important de le remarquer. Alors la question qui est posée autour de cette fonction, c'est de montrer que fm, il y a deux choses. Et ta valeur dans n, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut aussi montrer qu'elle est paire, que cette fonction est paire. Alors n'hésitez pas à faire pause encore une fois pour essayer de démontrer ces deux choses avant que je ne dise quoi que ce soit. Donc là, je trouve que cette question, c'est la question, pour ainsi dire, la plus dure du lot. En tout cas, dans cette partie, je trouve que c'est la question la plus dure. Et d'autant plus qu'on peut se poser des questions sur le lien qu'il y a avec la suite. Là, le seul lien qu'il y a, en tout cas, que je trouve assez remarquable pour la suite, c'est ça. Donc, le fait que si je remplace alpha par 1, j'ai agi. J'ai l'événement agi. Et ça va être important. Ok. Bon. Alors maintenant que... j'espère que l'énoncé est clair. On va essayer de démontrer ce qu'il faut. Alors, ce que je veux vous faire aussi remarquer, c'est que BJM est vérifié pour un seul M. Compris entre phi j plus 1 et phi de j plus 1. D'accord ? Ce BJM est vérifié pour un seul M. Alors, si je ne choisis pas le bon M, Fm vaut 0 pour n'importe quel alpha, puisque l'intersection vaudra 0, peu importe la valeur de alpha. Donc, je vais faire remarquer ça tout de suite. Donc, puisque là, on a fixé, je vais être bien précis là-dessus, on a fixé un M. D'accord ? On a fixé un M. En fixant ce M, par rapport à notre suite de variables, en fixant ce M, ce qui va se passer, c'est que BJM peut ne pas être vérifié. Je vais juste être sûr de ce que j'annonce là. Bon, c'est peut-être pas une bonne idée de dire ça. Ok, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de dire ça, parce que bon, on pourrait dire oui, mais les variables en jeu pourraient être assez différentes, blablabla. Donc c'est vrai que, ouais, on pourrait se poser des questions. Alors je pense que je vais essayer de m'y prendre autrement. Ok, alors ce qui va se passer ici, c'est que je vais décortiquer l'événement qui est là. Et comment je vais le décortiquer ? Je vais le décortiquer à l'aide des variables xn. Pourquoi je pense à faire ça ? Parce que je vois le 2 puissance phi j plus 1 moins phi j. Et dans ma tête, ça doit faire tilt. Parce que je sais que la probabilité de xn, ça fait 1/2. Et si je prends les x comme indice allant de phi j plus 1 vers phi de j plus 1, j'ai exactement le même nombre de... Enfin, je vais avoir exactement le même nombre pour la puissance de 2 qui va se retrouver dans le 1/2 là. Suivant la combinaison de xi que je vais choisir. Ok ? Bon, je ne suis peut-être pas 100% clair, mais je vais l'être davantage en décortiquant ce que j'écris ici. Alors je vais le décortiquer. Alors le décortiquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette probabilité-là, je peux le décortiquer suivant les valeurs de xi. Donc pour être plus précis, je vais écrire tout en fonction des xi. Donc écrire tout en fonction des xi, c'est faire la chose suivante. Je veux regarder la probabilité que, et il y a plusieurs choses en jeu. La première, c'est que je veux regarder la probabilité que la valeur absolue de la somme, donc la valeur absolue de... Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand je fais alpha s phi j plus 1 moins alpha sm, ce que je veux obtenir, c'est alpha fois les AI xi pour i compris entre m et phi j plus 1, enfin entre m plus 1 et phi j plus 1. Donc c'est ce que je vais écrire ici. J'ai alpha a phi de j plus 1, x de phi j plus 1, plus blablabla, plus alpha a m plus 1, x m plus 1. Plus, et après ce qui reste, le sm moins phi de j, ben, ça va être la somme des ai xi pour i compris entre phi j plus 1 et m. Donc je vais écrire am xm plus blablabla plus donc on a a phi de j plus 1 x phi de j plus
plus 1. Et ça, on veut que ce soit supérieur à 2 puissance moins j. Ok, donc ça, c'est la traduction de la première partie de l'événement. Et la deuxième partie de l'événement, c'est dire quoi? Ben, je veux que les AN XM jusqu'à A phi de j plus 1 x phi de j plus 1, oups, je vais le faire correctement, phi de j plus 1, voilà. Je veux que ça, ce soit supérieur à 2 puissance moins j, et je veux aussi que pour tout n, donc tout n compris entre phi de j et, bon c'est un peu long à écrire, hein, entre phi de j et m moins 1, je veux que la valeur absolue de ANXN jusqu'à A phi de j plus 1 x phi de j plus 1, je veux que ça, ce soit inférieur ou égal à 2 puissance moins j. Ok, donc là ce que je viens de faire, c'est que je viens de traduire bout à bout ce que veut dire cette chose. C'est moche. Hein, d'accord, je pense qu'on est assez d'accord que ce que je viens d'écrire, c'est assez moche. Mais il se trouve qu'en fait, c'est la bonne chose à faire pour pouvoir répondre au fait qu'on va avoir affaire à des entiers naturels. Pourquoi? Bah parce que vous savez que chacune des valeurs de xi a une chance sur 2 d'être égale à 1 ou moins 1. Rien n'empêche de chercher à compter. Donc si je regarde ça, en fait, regardez voir qu'une des options est réalisée. En fait, voilà, alors ce que je veux essayer de dire, c'est que, en fait, j'ai une question d'équiprobabilité qui va intervenir. La question d'équiprobabilité qui va intervenir, ça va être autour de tous les uplets, disons des uplets epsilon phi j plus 1 vers epsilon phi j plus 1, je vais avoir une équiprobabilité sur tous les uplets d'intervenir, et cette équiprobabilité, ça va être une probabilité 1 sur 2 puissance phi j plus 1 moins phi j. Ok? Et cette équiprobabilité, elle va être très utile puisque, du coup, la probabilité qu'on veut calculer ici reviendra à dénombrer le nombre de uplets qui vérifient ce qu'on veut. Je ne suis pas forcément super clair, mais je vais écrire ce que je suis en train de dire là. Qu'est-ce que je suis en train de dire là? Ce que je suis en train de dire là, c'est que cette probabilité, c'est la même chose que de regarder. Donc, je vais peut-être juste dire un truc intermédiaire. Ce que je vais dire de manière intermédiaire pour expliquer pourquoi il y a une question d'équiprobabilité qui intervient, c'est que pour tout uplet epsilon phi j plus 1 jusqu'à epsilon, je vais essayer d'être le plus clair possible. Hein. Ok. Bon, donc pour tout uplet d'éléments phi j plus 1 jusqu'à, epsilon de phi j plus 1 jusqu'à epsilon phi j plus 1, des uplets qui sont à valeur 1 ou moins 1, et le nombre d'éléments dans le uplet c'est exactement phi j plus 1 moins phi de j, et bien je me rends compte que la probabilité que on ait une intersection pour i allant de phi de j plus 1 vers phi de j plus 1 de xi égale epsilon i, je me rends compte que cette intersection-là, la probabilité de cette intersection, par mutuelle indépendance, eh bien ça revient au produit pour i allant de phi j plus 1 vers phi j plus 1 des probabilités que xi égale epsilon i. Mais la probabilité que xi égale epsilon i, c'est la probabilité que xi égale 1 ou la probabilité que xi égale moins 1, c'est la même, c'est 1,5. Et donc ce produit-là, il vaut exactement 1 sur 2 puissance phi j plus 1 moins phi j. On a donc bien une question d'équiprobabilité sur le tour de tous les uplets qu'on peut choisir comme valeur des xi qui sont en jeu entre, pour i allant de phi j plus 1 à phi j plus 1. Enfin, phi de j plus 1, pardon. Arrivé? Ok. J'espère que j'ai réussi à être clair sur cette question d'équiprobabilité. Bon. Et maintenant que j'espère avoir été clair sur cette question d'équiprobabilité, parce que maintenant, ce que je peux affirmer, c'est qu'en fait,
déterminer la probabilité de cette intersection, c'est en fait déterminer le nombre de uplets qui vérifient ce truc-là. Parce que les uplets, bah, ça correspond à une partition possible de l'univers, hein, donc c'est une partition possible de l'univers des valeurs que peuvent prendre les x phi j plus 1 jusqu'à phi x phi j plus 1. Ok, donc là ce que je vais... Donc je vais directement écrire ce que je veux, je vais juste effacer ce que je viens d'écrire pour la question d'équiprobabilité. Et ce que j'affirme en fait, c'est que cette probabilité, c'est la même chose que la somme, c'est la même chose, pardon, que de déterminer 1 sur 2 puissance phi j plus 1 moins phi j fois le nombre de uplets, epsilon phi j plus 1, jusqu'à epsilon phi j plus 1. Ok, pardon. Donc ça marche. Donc appartenant à l'intervalle, des uplets tels que les valeurs sont prises soit égales à 1, soit égales à moins 1. Ok, tel que, eh bien, ces epsilon vérifient exactement toutes les conditions qu'on veut. C'est-à-dire, je vais en écrire qu'une seule, je pense que vous allez comprendre très vite ce qu'il y en est pour les autres. Donc, si j'écris par exemple la première, eh bien, telle que, par exemple, la valeur absolue de alpha a phi de j plus 1, epsilon phi de j plus 1, plus blablabla, plus alpha a m plus 1, epsilon m plus 1, plus ensuite a m epsilon m, plus blablabla, plus a phi de j plus 1, epsilon phi de j plus 1. Et ce que je veux, c'est que toute cette somme-là soit... qu'est-ce que j'écris là? Ouais, je veux que toute cette somme-là soit supérieure à 2 puissance moins j. Voilà. Je veux ça, et je veux, donc en valeur absolue, et je veux ça, et je veux également tous les autres. Hein. Donc je veux également les autres, et je remplace en fait les xi par les epsilon. Et donc on se rend compte que calculer la probabilité qui est ici, ça revient exactement à dénombrer, donc à calculer 1 sur 2 puissance ce truc-là, fois le nombre de uplets qui vérifient ce qu'on veut. Mais le nombre de uplets qui vérifient ce qu'on veut, bah, c'est un entier naturel, ça. Et donc, en multipliant, et là on comprend mieux, hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit, l'idée de décortiquer avec les xi vient essentiellement de ce 2 puissance phi j plus 1 moins phi j, parce que si on décortique avec les xi, on peut faire intervenir des produits de 1 sur 2, et ces produits-là, vu le nombre de xi qui est en jeu, on va pouvoir faire intervenir en effet cette puissance. Et c'est comme ça que j'ai réussi donc à vous proposer, que j'ai réussi à travailler comme ça et à vous proposer cette égalité-là. Okay, tout en ayant en tête qu'il y a une question d'équiprobabilité sur les valeurs que peuvent prendre les xi en termes de uplets. Donc cette question d'équiprobabilité permet vraiment d'énoncer que cette probabilité est exactement égale à ça. D'accord? Donc quand on a une question d'équiprobabilité, c'est toujours égal au nombre de choses qui vérifient l'événement voulu, le nombre de valeurs des xi qui vérifient l'événement voulu divisé par le nombre de possibilités qu'on a au total. Et le nombre de possibilités qu'on a au total, c'est exactement ça, parce que de toute façon, pour chacun des epsilon, on a bien on a bien deux choix. Donc voilà, ça permet bien de conclure que Fm de alpha est bien un entier naturel pour tout alpha. J'espère avoir réussi à être clair pour cette chose. Je vais maintenant attaquer le fait que Fm est une fonction de paire. Et le fait que Fm est une fonction de paire, c'est pas très difficile. Pourquoi? Parce que si vous regardez cette probabilité de plus près et que vous vous dites, ok, ce qu'on veut essayer de montrer, c'est que si je remplace alpha par moins alpha, j'obtiens la même chose. En fait, vous pouvez vous rendre compte. Alors, je réfléchis juste un instant pour m'assurer que ce que je vais dire est correct. Ouais. Donc vous pouvez vous rendre compte que si vous avez un uplet qui vérifie ça,
et bien vous pouvez remplacer tous les éléments du uplet par un moins, chaque élément du uplet, donc là je peux mettre moins epsilon phi j plus 1 jusqu'à moins epsilon de phi j plus 1, et vous pouvez vous rendre compte que ce uplet va vérifier encore une fois l'inégalité. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le nombre de uplets qui vérifie ça est égal au nombre de uplets qui vérifient la même chose en remplaçant ici par des moins. Mais on peut aussi remplacer par des moins partout, en fait. Et remplacer par des moins partout, bah après, ça revient exactement à remplacer par moins alpha. Donc je vais essayer de l'écrire quelque part. Donc là, ce qui est important, c'est en fait le nombre d'éléments qu'il y a dans l'ensemble. D'accord? Ok, et donc ce que j'affirme, c'est la chose suivante. Donc pour montrer que Fm de alpha est pair, donc pour montrer que Fm de alpha, enfin, Fm est pair, on peut se rendre compte que si j'ai epsilon de phi j plus 1 jusqu'à epsilon de phi j plus 1 qui vérifie tout ce qu'il faut, donc valeur absolue de alpha, bon je ne vais pas tout réécrire, alpha phi j plus 1, epsilon phi j plus 1, plus blablabla, plus a phi j plus 1, epsilon phi j plus 1, ça supérieur à 2 puissance moins j, et tous les autres trucs, eh bien, j'ai que moins epsilon phi j jusqu'à moins epsilon phi j, donc moins epsilon phi j plus 1 jusqu'à moins epsilon phi j plus 1, vérifie également la même chose. Pourquoi? Parce que ce qui est bien avec les valeurs absolues, c'est qu'on peut multiplier par moins 1 à l'intérieur de la valeur absolue, ça ne change rien. Et donc en multipliant par moins 1 la valeur absolue, bah, ce qui se passe, c'est que j'ai réussi donc à faire une bijection entre les uplets qui apparaissent dans cet ensemble avec alpha et les uplets qui vont apparaître dans l'ensemble en remplaçant alpha par moins alpha. Pourquoi? Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire par rapport à ces uplets? Bah, ce qu'il reste à faire, c'est remplacer les epsilon phi j plus 1, enfin, se rendre compte que en fait, je pourrais très bien réécrire l'inégalité en mettant les moins qui apparaissent dans le epsilon, en mettant des moins à ce qui apparaît ici, et en fait, donc, ce que je veux faire, c'est la chose suivante. Ce que je veux faire, c'est qu'en fait, je peux très bien dire, donc ça vérifie alpha, vérifie alpha, donc ça aussi, ça vérifie, ça vérifie alpha aussi, hein, puisque si je remplace, ça marche, hein, ok. Et ce que je suis en train de dire, c'est que je peux très bien mettre le moins dans les alpha et faire en sorte que je mette le uplet suivant, epsilon de phi j plus 1, jusqu'à epsilon m plus 1, et ensuite moins epsilon m jusqu'à moins epsilon phi j plus 1. Donc c'est-à-dire décortiqué comme ça, et lui il va vérifier l'inégalité en remplaçant alpha par moins alpha. Donc moins alpha a phi de j, phi de j plus 1 epsilon phi de j plus 1, je vais y arriver. Donc plus, et je pense que vous avez compris. Hein, je peux pas tout réécrire, mais l'idée c'est vraiment ça. J'ai envie de faire sortir le moins qui est là pour l'attribuer à alpha. Et en faisant ça, bah, j'arrive donc à construire une bijection entre les uplets qui vérifient ce qu'il faut pour alpha et les uplets qui vérifient ce qu'il faut pour moins alpha. Donc ça c'est une bijection. Et comme c'est une bijection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre de uplets qui vérifient ça est égal au nombre de uplets qui vérifient ça. Et donc ça veut dire que Fm, grâce à cette bijection, je montre que Fm de moins alpha, c'est bien égal à Fm de alpha. Parce qu'il y a même mon nombre, comme je l'ai mis tout à l'heure, hein, on vient de se rendre compte que Fm de alpha, c'est exactement égal au nombre de uplets qui vérifient toutes les conditions pour que la probabilité ici apparaisse. Ok? D'accord? Donc c'est le nombre de uplets qui vérifie les conditions posées ici. Et ce nombre de uplets, bah, je vois que j'arrive à en faire une bijection avec les uplets qui vérifient la même chose en remplaçant alpha par moins alpha. Donc j'ai gagné.
Et j'ai donc le même nombre des deux côtés. Donc ça veut bien dire que fm de moins alpha égale fm de alpha. Voilà, donc je pense avoir terminé la partie la plus difficile de l'exercice, hein, c'était cette question-là, la partie, je pense, la plus difficile de cet exo. On va pouvoir passer à la question suivante. Et à partir de maintenant, on va voir, les choses vont s'alléger un petit peu. Alors, la question suivante. S'énonce ainsi. Hop. Donc, il faut montrer que si BJ est réalisé, alors, il existe un M appartenant à phi de J plus 1 jusqu'à phi de J plus 1, et il existe un alpha, une valeur qui est égale à 1 ou moins 1, tel que, eh bien, l'événement, donc l'événement juste au-dessus, alpha S phi de J plus 1 moins alpha SM plus SM moins S phi de J, plus grand que 2 puissance moins J, inter BJM, est réalisé. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de répondre à cette question, avant que je dise quoi que ce soit. Ok, alors l'idée, c'est d'utiliser une inégalité triangulaire. C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais en fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que vous savez que BJ est réalisé. Alors vous savez déjà, par partitionnement des BJM, qu'il existe donc un M dans l'intervalle qu'il faut, tel que BJM est réalisé. Ok, donc déjà on sait que BJM est réalisé, ça c'est cool. BJM est réalisé, ça veut dire aussi en particulier que la valeur absolue de Sm moins S phi J est supérieure à 2 puissance moins J. Mais, ce Sm moins S phi J, je peux l'écrire en fonction des trucs avec alpha. Comment? Ben, je vais l'écrire de la manière suivante. Je peux écrire que Sm moins S phi J, c'est la même chose que 1/2 de, alors là on s'accroche un peu, de alpha S phi de J plus 1 moins alpha SM, donc alpha SM, plus SM moins S phi J, ok, et ensuite je fais plus et je réécris la même chose en remplaçant alpha par moins alpha, donc moins alpha S phi de J plus 1, donc moins alpha de 1, plus alpha SM, ok, plus SM moins S phi J. Ok, vérifiez par vous-même, en effet ça simplifie bien et grâce au 1/2 on retombe bien sur SM moins S phi J. Bon, et donc ce qu'on est en train de dire c'est que ça, c'est super strict à 2 puissance moins J. Ok? Si ça est supérieur strict à 2 puissance moins J, ça, en valeur absolue, c'est supérieur strict à 2 puissance moins J. Et donc la valeur absolue, je peux la faire rentrer en utilisant l'inégalité triangulaire. Alors je sais ce que je vais faire, je vais juste effacer un petit peu pour pouvoir l'écrire. Hop. Donc là, ça implique notamment que 2 puissance moins J est inférieur strict à 1/2 de valeur absolue de alpha S phi J plus 1 moins alpha SM plus SM moins S phi J. Ok, pouf. Donc je vais mettre ça avec des parenthèses. Plus valeur absolue de moins alpha S phi J plus 1 plus alpha SM plus SM moins S phi J. Ok. Et maintenant, ce que j'affirme, c'est que il y en a au moins un des deux qui doit être plus grand, strict à 2 puissance J, 2 puissance moins J. Pourquoi? Parce que si les deux sont inférieurs à 2 puissance moins J, je vais faire par l'absurde.
si lui est inférieur à 2 puissance moins j et que lui aussi est inférieur à 2 puissance moins j, bah vous voyez que vous avez 2 puissance moins j plus 2 puissance moins j, ça fera 2 puissance moins j plus 1. Mais divisé par 1,5, ça fera encore 2 puissance moins j, et vous avez que 2 puissance moins j est inférieur strict à 2 puissance moins j, ce qui amènerait à une absurdité. Je pense que ça doit être clair. Donc si je remplace, donc si divisé par 1 seul qu'on a ça, ça impliquerait que 2 puissance moins j est inférieur strict à 2 puissance moins j. Ce qui est absurde. Conclusion, ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux qui doit être supérieur strict à 2 puissance moins j. Et donc on conclut. Alors maintenant je peux remplacer alpha par 1 ou moins 1, hein, donc si je remplace, donc ça veut dire que soit 2 puissance moins j est inférieur strict à, disons au premier, je l'appelle premier, ou 2 puissance moins j est inférieur au second, le deuxième. Ok. Et donc, ça, après, je remplace alpha par 1 ou moins 1. Donc, en remplaçant là. Donc, en remplaçant alpha par 1, on conclut. Donc, on conclut que soit c'est vrai pour alpha égale 1, soit c'est vrai pour alpha égale moins 1. Et on sait déjà que BJM est vérifié, puisqu'on a choisi le M comme il fallait. Ouf! Bon, bah maintenant, j'affirme qu'on peut conclure. Donc j'efface. Hop. Conclure qu'en effet la probabilité de BJ est inférieure ou égale à 2 fois la probabilité de AJ. N'hésitez pas encore une fois à faire pause pour essayer de voir comment utiliser la réponse aux questions précédentes pour conclure. Ok, alors... Alors... Qu'est-ce qu'on vient de démontrer en fait par D? Voilà, en fait c'est ça le truc. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer par D? On vient de démontrer... Donc on vient de démontrer que si BJ est réalisé, alors il existe un M et un alpha égal à plus ou moins 1 tel que ceci est vérifié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que BJ est inclus dans l'union pour M dans cet intervalle et alpha compris entre 1 ou moins 1, dans l'union de ces événements-là. Donc par D, on a montré que BJ est inclus dans l'union, donc pour M dans ce qu'il faut, et alpha valant plus ou moins 1, de ces événements-là. Pour aller un tout petit peu plus vite, je vais faire comme ça. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de probabilité? Ça veut dire que la probabilité de BJ est inférieure ou égale à cette union. Donc la probabilité de BJ est inférieure ou égale à la probabilité de l'union, appartenant à plus ou moins 1. Bon, mais puis ce qui est cool avec les probabilités, c'est qu'il y a une question de additivité qui est vérifiée, une question de sigma additivité ou sous-additivité, donc je devrais plutôt parler de sous-additivité. La sigma additivité, c'est dire que si j'ai des éléments disjoints, alors la probabilité de l'union des événements disjoints est égale à la somme des probabilités des événements, mais il y a même mieux, il y a la question de sous-additivité qui dit que si je prends deux événements quelconques, et que je regarde la probabilité de l'union de ces deux événements, alors cette union va avoir une probabilité inférieure à la somme des probabilités des événements. Ce qui est assez simple à voir quand on regarde avec deux événements, mais cette propriété est vraie pour n'importe quelle union. Ici, c'est une union finie d'ailleurs. Okay, donc, ceci, je peux l'écrire comme quelque chose qui est inférieur ou égal à la somme pour M traînant où il faut, et alpha qui vaut soit 1 ou moins 1,
donc égal à plus ou moins 1, des probabilités de ces événements-là. Ok. Mais la probabilité que... Et là, c'est là où j'utilise la parité. Parce que cette probabilité-là, c'est à peu de choses près la fonction fm de tout à l'heure. Il y a juste un 2 puissance phi. Mais à part ce 2 puissance phi, que je pourrais même diviser si je voulais, j'ai montré que fm était pair. Donc ça va être égal, donc par c, ça va être égal à 2 fois la somme pour m allant de phi de j plus 1 à phi de j plus 1 de alpha égale 1 de la probabilité de ce qu'il faut. Jusque là, j'espère que ça va. Mais alpha égale 1, je vous rappelle que j'ai fait une petite remarque tout à l'heure. Le cas alpha égale 1, c'est exactement se ramener à AJ. Encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, n'hésitez pas à faire ce petit calcul, vous verrez que le SM se simplifie, on trouve bien la valeur absolue de S phi j plus 1 moins S phi j supérieur strict à 2 puissance moins j qui correspond exactement à l'événement AJ. Donc je peux oublier la condition alpha égale 1 et me rendre compte que ici, ce que je suis en train d'écrire, c'est la probabilité de AJ inter BJM. Et cette sorte de probabilité, grâce à la question B, là vous voyez, tout s'empile, grâce à la question B, cette somme-là, c'est égal à P de AJ. Donc j'ai terminé, ça c'est égal à 2 fois P de AJ. Voilà, terminé. Donc ça c'est grâce à la question B. Bon, il fallait s'accrocher, mais on est arrivé à ce qu'il fallait. Donc on vient de démontrer ce deuxième point. On vient de démontrer que la probabilité de BJ est inférieure ou égale à 2 fois la probabilité de AJ. Bon, alors maintenant j'affirme que là on va pouvoir conclure. Il va y avoir encore quelques sous-questions, mais on va pouvoir conclure le résultat final, c'est-à-dire conclure que cette série-là converge presque sûrement. Alors maintenant, comment? Et bien là on va faire appel à une petite propriété assez sympathique qu'on a déjà rencontrée lors d'un exode code précédent. Mais je ne vais pas dire encore ce que c'est, je vais juste vous poser les questions qu'il faut. Donc je vais juste vous poser la question qui va suivre là. Toujours dans le même sujet, ces questions-là, ce sont exactement les questions qui étaient posées dans le sujet de Centrale, je le rappelle. Et pour ceux qui veulent suivre vraiment, quitte à avoir toutes les questions et tout ce qu'il faut sous la main, vous pouvez très bien aller jeter un coup d'œil au sujet de Centrale et l'avoir en parallèle de cette vidéo. Donc, troisième point. Et c'est la dernière partie, on va conclure. Alors, première sous-question, on va regarder un événement assez particulier, peut-être un peu bizarre pour ceux qui ne l'ont jamais vu avant, mais c'est un événement très classique qu'on voit très souvent quand on fait des exercices de proba. Donc, l'événement qu'on va regarder est le suivant. On va regarder l'événement B qui est défini comme l'intersection de l'union des BJ. Alors, cette intersection, c'est pour des grands J appartenant aux entiers naturels, et l'union, c'est pour J supérieur ou égal à grand J. Cet événement-là, on a déjà eu l'occasion de le rencontrer, c'est ce qu'on appelle le limite sup des BJ. Pour l'instant, je ne dis pas encore où est-ce qu'on l'a vu. Pour ceux qui ont suivi les anciens exode codes, etc., peut-être qu'ils s'en souviennent. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est pas grave. Je vais l'énoncer dans un instant dans quel exode code on a déjà vu ça. Donc là, ce qu'on veut démontrer, c'est que la probabilité de B vaut 0. Donc avant que je ne lise quoi que ce soit, et justement que j'énonce d'où vient, où est-ce qu'on pourra retrouver la résolution de cette question, je vous invite à faire une petite pause, afin d'essayer déjà par vous-même, et de voir d'essayer de voir quelle chose il faudrait essayer d'appliquer pour conclure. Le résultat qu'il faut ici pour P de B. Ok, et bien l'exercice de colle auquel je fais référence, c'est l'exercice de colle 29, où on travaillait avec le lemme de Borel-Cantelli. Donc c'est l'exode colle numéro 29, lemme de Borel-Cantelli. Donc je ne vais pas refaire la preuve, je vais juste faire en sorte. Donc je vais réénoncer la partie du lemme du Borel-Cantelli qui m'intéresse.
Et je vais juste faire en sorte que les conditions sont vérifiées. Et après, si vous voulez voir les choses plus dans le détail, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cet exo de colle. Donc, le lemme de Borel-Cantelli dit la chose suivante. Si la somme des probas de Bn converge, alors la proba de B vaut 0. Voilà. Sans plus de conditions, si je prends des événements quelconques, dénombrables quand même au minimum, une famille d'événements dénombrables tels que la somme des probabilités de ces événements est finie, alors la probabilité du limite sup vaut 0. Ok. Bon, alors comme j'ai dit, je ne vais pas redémontrer ça, je vous laisse jeter un œil à l'exo de colle 29 si vous voulez revoir la démonstration de ce truc. Mais je vais juste vérifier que que la condition ici est bien vérifiée, et la condition ici est bien vérifiée. Pourquoi? Parce que si je regarde la somme des probabilités de BJ, J appartenant aux entiers, et bien je sais que la probabilité de BJ, grâce à la question d'avant, elle est inférieure à 2 fois la probabilité de AI. Donc, grâce à la question 2, on sait que c'est inférieur à 2 fois la somme des probas de AJ, pardon. Et la proba de AJ, grâce à la question 1, on a montré que c'était inférieur ou égal à 2 puissance moins J pour un certain phi. Donc grâce à 1, on peut affirmer que c'est inférieur ou égal à 2 fois la somme des 1 sur 2 puissance J. Et ça converge. Voilà, donc grâce au lemme de Borel-Cantelli, on conclut que la probabilité de B vaut 0. Encore une fois, je vous invite à jeter un coup d'œil à Borel-Cantelli si vous ne voyez pas comment faire, et si vous voulez jeter un coup d'œil à comment on résout cette question. Donc ça y est, en effet, on a la probabilité de B qui vaut 0. Voilà, j'affirme qu'on peut plus ou moins déjà conclure en fait, mais je vais quand même suivre les sous-questions qui ont été posées. Donc la sous-question suivante, c'était alors de montrer que la probabilité de l'événement suivant, alors l'événement suivant s'écrit de la manière suivante. Il existe un J, appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout petit j plus grand que j, ou tel que pour tout petit j plus grand que j, c'est ça, et pour tout n, donc ensuite pour tout n, compris entre phi de j et phi de j plus 1, comme ça, phi de j plus 1, phi de j plus 1, eh bien nous avons Sl moins S phi, Sl moins S phi de j, qui est inférieur à 2 puissance moins j. 2 puissance moins j, inférieur ou égal à 2 puissance moins j. Donc il faut montrer que la probabilité de cet événement vaut 0. Pas 0, pardon. Oh là là. C'est pas 0, c'est 1. Vaut 1. Donc n'hésitez pas à faire encore une fois pause pour essayer de montrer ce résultat, qui se déduit normalement assez rapidement de ce qu'on vient de faire. Ok, bon en fait il faut se rendre compte que cet événement-là c'est le contraire de l'événement B. Donc en fait ça c'est B bar. Alors si on traduit un petit peu B, ça veut dire que pour tout grand J dans N, il existe un J dans grand J tel que BJ est vérifié, donc ça veut dire que le max des valeurs absolues de Sm moins S phi J est supérieur strict à 2 puissance moins J. Le contraire de BJ, c'est quoi? C'est donc que le max est inférieur à 2 puissance moins J, inférieur ou égal à 2 puissance moins J. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout m compris entre phi de J plus 1 et phi de J plus 1, on a que Sm moins S phi de J en valeur absolue inférieure à 2 puissance moins J. Donc je pense que je n'ai pas besoin d'écrire grand chose, je vous laisse vous en convaincre par vous-même, j'ai juste retraduit ce que c'était B, et je pense que c'est assez clair que c'est bien le contraire que j'ai écrit ici. Ok. Donc il faut juste se rendre compte de ça, et donc comme la probabilité de B vaut 0, la probabilité du contraire vaut 1. Donc ça c'était la question B bar. Maintenant la question suivante,
Alors, donc la question suivante, normalement, il faut démontrer que la suite des S phi de J converge. Donc montrer que la probabilité que la suite des S phi de J converge est égale à 1. Encore une fois, n'hésitez pas à faire pause pour essayer de démontrer ce truc. Ok, bon alors, pour essayer de démontrer ça, ce qui serait bien, c'est de montrer qu'il y a un lien entre les deux événements. Notamment que ça implique ça, par exemple. D'une certaine manière, en tout cas. Si on arrive à montrer que ça implique ça, ben ça veut dire que ce truc-là est inclus dans ce truc-là. Et donc ça veut dire que la probabilité ici vaut 1. Puisque ça ne peut pas être plus grand que 1. Ok? Donc, pour montrer ça, en fait, il faut se rendre compte que si je veux calculer S phi de J, et regarder si ça converge, je peux le voir comme une somme télescopique. Donc si je le regarde comme une somme télescopique, je peux le regarder comme une somme de S phi de I moins S phi de I plus 1. I allant de, donc I allant de 0, ouais 0 tout simplement, I allant de 0 jusqu'à J moins 1, et je dois enlever S0, S phi 0. Voilà. Et donc on se rend compte que si on veut que S phi J converge, il faut que la série des S phi J moins S phi J plus 1, ou l'inverse plutôt, ah j'ai peut-être écrit ce qui... Ouais, je l'ai peut-être pas écrit dans le bon sens, ok, excusez-moi, je vais l'écrire dans le bon sens, S phi de I plus 1 moins S phi de I, et du coup je dois faire plus S phi de 0. Okay. Et donc, donc ce que je disais, c'est qu'on se rend compte que pour montrer que cette suite converge, alors il faut montrer que la série des S phi de J plus 1 moins S phi de J converge. Donc reste à montrer que la série des S phi de J plus 1 moins S phi de J converge. Sous les conditions ici. Sous étoile. Si on arrive à montrer ça, on a gagné. Mais on peut se rendre compte que montrer que ça converge, que ce truc-là converge, bah il suffit, c'est pas équivalent, mais il suffit de montrer que cette série en valeur absolue converge. S phi J plus 1 moins S phi de J converge sous étoile. Ok? Et bien ça c'est facile ça. Pourquoi? Bah parce que sous étoile, on est en train d'affirmer que pour tout grand J dans les entiers naturels, enfin qu'il existe un grand J appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout J plus grand que grand J, et pour tout n compris entre phi J plus 1 et phi J plus... Donc on peut remplacer n par phi J plus 1 si on veut, phi de J plus 1, ok? Eh bien on a ça. Donc, or, étoile implique que pour tout grand J, enfin, il existe, pardon, pas pour tout, il existe un grand J aux entiers naturels tel que pour tout J plus grand que grand J, on a valeur absolue de S phi J plus 1 moins S phi J est inférieur ou égal à 2 puissance moins J. Et la série des 2 puissance moins J converge. Bon, bah c'est gagné, hein. Donc, ça converge. Donc, la série des valeurs absolues ici converge. Donc, la série ici converge. Et donc, S phi converge. Et donc, on vient de montrer quoi? Bah, on vient de montrer que si ça se réalise, alors ça se réalise. Et donc, ça veut dire que la probabilité de ce truc-là, il est supérieur ou égal à 1. Ça ne peut pas être plus grand strict à 1, donc ça va être égal à 1. Terminé. Ok, je viens de terminer la chose à l'oral. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. On a commencé à écrire beaucoup de choses. Ça fait un moment que l'exode call est lancé. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. On arrive surtout à la fin là. Donc bon. J'espère avoir été clair en tout cas sur comment conclure cette chose-là. Donc on y est presque. Hein. On vient de montrer que S phi de J converge. Super. Hop. Bon et puis maintenant,
j'affirme qu'on peut conclure totalement, donc c'est-à-dire on peut maintenant montrer que la probabilité que Sn converge est égale à 1. Ok. Alors comment on peut démontrer cette chose? Bon, alors on sait que, je pense qu'on peut s'y prendre de cette manière. Je pense qu'on peut s'y prendre de cette manière. On sait que les S phi convergent. On peut noter S la limite. D'accord? Donc les S phi J convergent. Notons S cette limite. Donc, on sait que ça converge sous condition étoile. Donc, on va noter S la limite. Maintenant qu'on a la limite, on peut déjà traduire ce que ça veut dire qu'on converge vers S. Donc, traduire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un entier grand N appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout N plus grand que grand N, on a la valeur absolue de S phi J moins S qui est inférieure à epsilon. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis bon, maintenant j'aimerais bien faire rentrer dans l'équation cette histoire de Sn. Bon, si je veux le faire rentrer dans l'équation, ce qui peut être bien, c'est peut-être faire en sorte que le N, donc oui, j'ai peut-être mal, je m'y suis mal pris là. Oui, donc je vais peut-être. Hop. Je corrige un tout petit peu, donc là j'ai J. Et puis là j'ai J, donc voilà, ok, c'est bon. Donc J plus grand que grand J. Bon, alors maintenant j'aimerais bien décortiquer un tout petit peu cette inégalité afin de faire apparaître Sn moins S. Et de dire que ça va être inférieur à un certain epsilon. Comment je peux faire? Je sais quelque chose de plus fort, hein. La condition étoile elle est quand même un peu plus forte. Elle me dit que pour tout, qu'il existe un grand J, tel que pour tout J plus grand que grand J, on a 100, dépendant de N. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour le même epsilon, je peux affirmer qu'il existe un J1, disons, grand J1 appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout J plus grand que ce grand J1, et pour tout N appartenant à phi de J plus 1, phi de J plus 1, eh bien j'ai que la valeur absolue de Sn moins S phi de J, et bien ça, je sais que c'est inférieur à epsilon. Oui, donc alors oui, ce epsilon, ça va être lié à 2 puissance moins j. Je pense que vous vous en doutez. Donc là, ce que je peux prendre, c'est prendre la partie. Alors comment je peux faire? Je peux prendre 2 puissance. Ouais, donc alors attendez. Le J1, en fait, la valeur du J1, je peux la choisir de façon à ce qu'on soit inférieur à 2 puissance moins j. D'accord? Ce que je veux, c'est que ce epsilon soit plus grand. Enfin, moi, je veux que ce epsilon soit plus grand que 2 puissance moins j. Donc ce que je peux faire, c'est prendre epsilon, un truc qui dépend de j. Pas tout à fait un truc qui dépend de j, mais un truc qui dépendrait de j1. Hein, c'est juste. Enfin, je peux définir j1 en fonction d'epsilon, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui est important, je veux pas faire l'inverse. Donc je veux définir j1 en fonction d'epsilon, et ce j1, je peux prendre par exemple partie entière de 2 puissance. Alors attendez. Qu'est-ce que je veux? Je veux que le epsilon. Alors, je vais réécrire ce que je veux. Ce que je veux, c'est que ce epsilon soit plus grand que 2 puissance moins j. Voilà. Donc, ce que je peux faire, c'est mettre un log 2. Et ensuite, donc, si je fais ça, j'ai log 2 de epsilon qui est plus grand que moins j. Et le moins, je le mets de l'autre côté. J'en déduis que log 2 de epsilon avec un moins, ça devient inférieur à j.
Donc ce que je peux poser, c'est prendre J1. Donc je peux prendre J1 comme étant égal à partie entière de moins log 2 de epsilon plus 1. Voilà. Comme ça, je suis sûr d'être ce que je veux, c'est-à-dire que J soit bien plus grand que ce moins log 2 de epsilon. Excusez-moi, c'est juste pour vous montrer que je peux choisir J1 de façon à ce que cette propriété soit vérifiée pour le epsilon que j'ai choisi. D'accord? Donc c'est-à-dire que cette inégalité, je ne suis plus obligé d'écrire en fonction de J, je peux l'écrire en fonction de epsilon. Et ça, c'est intéressant pour la fin, puisque maintenant, je pense, pour ceux qui sont habitués à ces manipulations, quand on travaille avec des suites extraites et qu'on doit faire le lien avec la suite qu'on a. Donc là, j'efface ce que je viens d'écrire. Normalement, j'espère pas avoir fait de bêtises, mais en tout cas, j'affirme que ce J1, je peux l'écrire en fonction d'epsilon, donc il n'y a vraiment aucun problème. Ok, et donc ce que j'affirme, c'est que pour tout J alors plus grand que le max de J1J, et donc ça sera mon J0 qui va être important par la suite, eh bien, je peux écrire que valeur absolue de Sn moins S, et bien ça c'est inférieur ou égal par inégalité triangulaire à Sn moins phi de J, S phi de J, pardon, S phi de J, voilà. Ouais. Donc Sn moins S phi de J. Je suis juste en train de me poser la question si j'ai pas fait. Est-ce que j'ai fait une. On va y arriver, Là, le tout, c'est vraiment d'écrire les choses correctement, parce que sinon on va être mal, là. Donc, je pense... Ouais, donc, c'est pas ça qu'il faut que j'écris ici. Je vais écrire quelque chose qui dépend de n. Donc, si je veux écrire quelque chose qui dépend de n, ce que je veux, c'est donc prendre... Donc, je vais prendre un n qui est plus grand ou égal... Je pense qu'il fallait... Ouais, ok. Je pense qu'il fallait que je fasse une étape intermédiaire. C'est ça que je suis en train de me dire. Il fallait peut-être que je fasse une étape intermédiaire. Il fallait que je fasse une étape intermédiaire. Parce que là, le problème, c'est que ça, c'est vrai pour tout n compris entre phi de j plus 1 et phi de j plus 1. J'aimerais bien que ce soit vrai pour tout n plus grand que phi de j plus 1. J'aimerais bien que ce soit vrai comme ça. Si je veux que ce soit vrai comme ça, il faudrait regarder ce qui se passe quand je fais Sn moins S phi de j pour tout n plus grand que phi de j plus 1. Il faudrait que je regarde ça en fait. Je vais faire juste une étape intermédiaire. Navré, je suis allé un peu vite. C'est la fin de l'exo de colle, ça fait presque 1h30, ça fait plus d'1h30 que je suis dessus, donc évidemment ça fatigue. Alors. Donc ce que je veux faire, c'est la chose suivante. J'ai soit n appartenant aux entités naturelles, soit j d'abord. Donc soit j appartenant aux entités naturelles, et soit n plus grand que phi de j plus 1. Je vais regarder ce qui se passe quand je fais Sn moins S phi de j. Okay, je vais regarder ce qui se passe quand je fais ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un indice, J0. Okay, donc je peux écrire un indice, donc soit J0 le plus grand entier, le plus grand entier tel que n est plus grand que phi de j0 plus 1 et inférieur strict à phi de j0. Ouais, donc, et du coup, il sera inférieur strict. Donc si je prends ça, et par conséquent, il sera donc inférieur strict à phi de j0 plus 1. Ok.
Donc le n, il est bien dans l'intervalle qu'on a écrit là-haut. En faisant des inégalités triangulaires, je peux écrire que ce truc-là est donc inférieur ou égal à Sn moins S phi de J0 plus S phi de J0 moins S phi de J0 moins 1 plus plus Sn, S phi de J plus 1 moins S phi de J. Et chacun des S, je peux les majorer grâce aux 2 puissance moins J que j'ai écrit là-haut. Donc ça va être inférieur ou égal à 2 puissance moins J0, c'est ça, plus 2 puissance moins J0, donc 2 puissance moins J0, 2 puissance moins J0 plus 1, plus blablabla, plus jusqu'à 2 puissance moins J. Et on est d'accord que ça, je peux l'écrire comme étant quelque chose d'inférieur ou égal à 2 puissance moins J. Donc ça, je peux l'écrire comme quelque chose qui est inférieur ou égal à la somme jusqu'à 2 puissance moins J. Donc je fais 2 puissance moins J, 2 puissance moins J moins 1, jusqu'à blablabla, jusqu'à l'infini. Et si je fais ça, je vais me retrouver avec 1 sur 2 puissance moins J fois la série des 1 sur 2 puissance fois la série des 1 sur 2 puissance quelque chose. Ok. Et donc je vais me retrouver avec x2, ça va me donner 1 sur 2 puissance j, voilà. Et donc ça va me donner 2 puissance moins j plus 1. Ok, donc là ce que je viens de réussir à démontrer, c'est que pour tout n plus grand, donc pour tout j et pour tout n plus grand que phi j plus 1, ce truc-là est inférieur ou égal à 2 puissance moins j plus 1. Et là je suis content. Ok, là je suis content. J'efface. Et je vais réécrire ce que je vais juste réécrire la conclusion. Donc, on vient de montrer, donc il y avait quand même cette petite interlude, on vient de montrer que pour tout j dans les entiers naturels et pour tout n plus grand que phi de j plus 1, on a que Sn moins S phi de j est inférieur à 2 puissance moins j plus 1. Inférieur ou égal à 2 puissance moins j plus 1. Bon, je vais peut-être mettre inférieur ou égal pour le... Oui, bon, après, c'est pas importe. Ok. Bon. Et donc, ce que je peux faire, c'est donc que je peux poser un indice à partir duquel ce truc-là va être inférieur à epsilon, puisque 2 puissance moins j plus 1, quand j tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ok. Donc ce que je peux faire, c'est donc affirmer la chose suivante, qu'il existe... Donc, pour epsilon fixé encore, pour epsilon fixé, il existe alors un entier grand n, un entier grand n appartenant aux entiers naturels, tel que pour tout n plus grand que ce grand n, ouais, je vais peut-être un peu vite, je recommence. Ok, alors ce que je veux, oui, parce que là, qu'est-ce que je veux essayer de faire? Je veux... Donc là, pour tout epsilon, donc il existe un grand J, en fait je peux dire ça tout simplement, donc il existe, c'est peut-être la fatigue, je suis désolé, donc il existe un J1 tel que pour tout J plus grand que ce J1 et pour tout n plus grand ou égal à phi de J plus 1, et bien Sn moins S phi de J est inférieur à epsilon. Et ça c'est vrai à cause du fait que ça, quand J tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ok. Bon, et puis la suite de la condition que j'ai écrite qui dépend de J, je peux l'écrire. Est-ce que je peux? Non, je peux pas l'écrire entièrement en fonction de... Bon, c'est pas grave, je peux pas encore l'écrire en fonction de n, mais c'est pas grave. Ok.
Ok. Et donc moi j'aimerais bien conjuguer ces deux conditions. Donc, conjuguer ces deux conditions, c'est faire quoi? C'est faire ça. Je vais regarder Sn moins S. Si je regarde Sn moins S, ça sera inférieur ou égal à Sn moins S phi J plus S phi J moins S. Et en posant les bonnes choses, donc c'est-à-dire que si je prends N tel que ce N, ouais, donc là c'est ça le truc. Il faut savoir quel N il faut choisir. Donc là on est d'accord, donc là ce qu'il faudrait c'est prendre N comme étant plus grand à quelque chose. Donc il faut prendre N plus grand que alors, réfléchissons. Parce que là, tout se joue sur le fait de savoir quel entier n il faut choisir pour que les inégalités soient vraies. Là, je veux pouvoir dire maintenant que ce truc-là est inférieur à epsilon, ce truc-là est inférieur à epsilon, donc tout ça est inférieur à 2 epsilon, et donc conclure que si on a étoile, alors ça implique que Sn converge, et donc la probabilité que Sn converge est égale à 1. Donc conclure totalement. Là, la seule chose, c'est de savoir dans quel ensemble est-ce que j'ai le droit de choisir le petit n pour que les inégalités soient vraies. Alors, si je prends un entier naturel n, je peux déterminer j tel que phi j. Donc c'est ça. Alors je veux quoi? Parce que c'est une fonction strictement croissante. Je sais que si je prends n, je peux trouver j tel que... Donc c'est ça, ouais, c'est ça qui est peut-être compliqué à écrire là. Alors, j'espère que vous avez compris la ligne de mire là. Le but du jeu, c'est d'essayer de décrire quels sont les entiers n pour lesquels ce que je viens d'écrire, c'est vrai. Ok? C'est ça maintenant le but du jeu. Et donc, peut-être quitte à choisir le j qu'il faut, en fait. Ah, merde, pardon, je viens d'effacer ce que je ne voulais pas effacer. Converge. Okay. Donc, si je prends n, donc soit n un entier naturel, je sais qu'il existe un j tel que, et il existe même un unique j tel que n sera compris entre phi de j plus 1 et phi de j plus 1. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que si on prend, donc ce qu'on vient de mettre juste un petit peu avant pour l'epsilon, c'est on vient de mettre en évidence qu'il existe un J1 appartenant à grand N, tel que pour tout J plus grand que J1, et tel que pour tout N, plus grand que phi de J plus 1, on a Sn moins S phi de J qui est inférieur à epsilon. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux donc poser l'ensemble des entiers naturels. Donc l'entier naturel que je pourrais poser n0 comme étant en correspondance avec J1. Donc c'est-à-dire, je peux juste prendre J1 plus 1, en fait, je peux prendre, je pense, phi de J1 plus 1, donc je peux prendre phi de J1 plus 1. Je pense que ça c'est vrai. Parce que là, du coup, J est égal à J1, et M sera bien plus grand. Enfin là, du coup, je pourrais dire que pour tout N plus grand que phi de J1 plus 1, donc plus grand que grand N, on a cette inégalité qui est vraie. Ouf, ok, on y arrive. Donc je veux ça. Mais j'ai pas encore l'autre inégalité qui est vraie. Si je veux que l'autre inégalité soit vraie, il ne faut pas choisir que J1, il faut choisir le max entre J1 et le grand J de tout à l'heure. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je pose N comme étant. Voilà, on y arrive. Je suis désolé, vraiment. Je pense que la fin, j'aurais peut-être pu le faire plus rapidement.
Je pense que c'est la fatigue. Voilà. Donc N0, je peux le poser comme étant cette chose-là. Et par conséquent, pour tout N plus grand que ce N0, je peux écrire la chose suivante. Ça va être... Donc si je veux par exemple ce max, je pourrais peut-être lui donner un nom. Je peux l'appeler J tilde. Voilà. Et donc je peux passer par J tilde comme ceci. Donc J tilde. Et là, ça marche, les inégalités fonctionnent. Encore une fois, hein, je l'avais dit aussi, peut-être pour la preuve du lemme de Césaro, et j'avais répondu à un commentaire là-dessus. C'est pas embêtant de finir avec un 2 epsilon, on peut reprendre le raisonnement depuis le début et diviser tout par 2. C'est-à-dire que les epsilon que j'ai choisi, je les divise par 2, pour faire en sorte qu'on termine avec epsilon si on veut. L'idée, c'est qu'on peut choisir n'importe quel élément n'importe quel élément aussi petit qu'on veut, de façon à ce qu'on ait notre suite qui soit plus petit ou égal à ce truc plus petit qu'on veut. Bon ok, donc j'ai réussi à décrire le N0 qu'il me fallait. Maintenant je peux donc affirmer que pour tout epsilon, il existe un N0, donc le N0 c'est lui, tel que pour tout n plus grand que N0, on a ce truc-là qui est inférieur ou égal à 2 epsilon. Et donc c'est terminé. On a donc démontré que étoile implique que Sn converge, et donc ça permet de conclure que la probabilité que Sn converge est égale à 1. Ouf! Ouais, j'ai fait presque 2 heures. Bon, je sais pas si vous avez accroché là. J'espère que vous avez réussi à accrocher jusqu'au bout. C'est vraiment pas un exercice facile, hein. J'espère que vous en êtes rendu compte. Et puis moi-même, là, en y réfléchissant, c'était vraiment pas facile, d'accord. Et là, bon, finalement, je me suis heurté à une difficulté, bon, peut-être avec la fatigue, mais je me suis heurté à une difficulté qui était peut-être pas si difficile que ça, mais bon, voilà, c'est quand même une question qu'il faut se poser, de savoir à partir de quelle année ça doit être vrai pour pouvoir vraiment utiliser cette inégalité d'epsilon comme on le voudrait. J'espère que cet exercice vous a plu, hein, en tout cas pour ceux qui ont réussi à la tenir jusqu'au bout, ou en tout cas au moins peut-être juste zioter quelques parties de cette résolution. J'en profite pour vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, on a dépassé la barre des 300, j'ai remarqué ça il y a peu de temps, donc je vous remercie vraiment beaucoup, ça fait très plaisir de voir qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce que je vous propose là comme banque d'exercices, et je suis content aussi de voir de plus en plus de commentaires sur les différentes vidéos pour me dire que les vidéos sont bien, mais pas que ça, pour me poser des questions, etc. Et c'est super, donc je vous remercie vraiment beaucoup pour ça en fait, hein, pour le fait de me suivre de plus en plus, ça fait agréablement plaisir. Encore une fois, le but c'est vraiment que ça fasse une banque d'exercices, hein, j'attends absolument pas quelque chose en retour là-dessus, je veux juste vraiment permettre à n'importe quel étudiant de pouvoir travailler comme il le souhaite, et quitte à travailler sur des choses beaucoup plus difficiles, voilà, c'est vraiment le but, hein, donc avec ces petits exocolles, et même vous permettre de découvrir un petit peu le monde de la recherche à travers les coins recherche. Donc j'espère que ça marche en partie, et bon voilà quoi, donc je suis très content, je vous remercie énormément pour tout ça. Et donc comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson à la fin de chaque exocall ou petit exocall. N'hésitez pas à partager la vidéo s'il y a d'autres camarades qui seraient intéressés par cet exercice ou par tout le reste du contenu de la chaîne. Ok. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, donc si vous avez des questions à la suite de cette résolution qui était loin d'être facile et qui était peut-être pas excessivement, mais en tout cas qui était très long, parce que je voulais vraiment essayer de faire en sorte que le maximum de personnes puissent suivre la résolution et la comprendre. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment essayé de faire en sorte de détailler un maximum ce que je pouvais, et j'espère avoir réussi à vous faire comprendre vraiment l'ensemble de cette résolution et vous avoir permis donc pour certains d'entre vous de voir aussi une correction de cette partie-là d'exercice qui je trouve est vraiment très intéressante. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos, normalement un petit exocall qui arrivera d'ici la fin de la semaine. Voilà, sur ce, portez-vous bien, bonne semaine et à très bientôt. Salut à tous!